Certaines personnes ont construit des habitations là où la survie semble impossible. Perchés sur des falaises abruptes, sur d'immenses piliers de roches et au-dessus de gorges sans fond, ces lieux défient la gravité. Un seul pas en arrière pourrait entraîner la mort. Et pourtant, des villages et d'anciens monastères y ont vécu pendant des siècles. Comment les humains ont-ils bâti dans des endroits que la nature n'avait jamais destinés à habiter? Découvrons les colonies les plus impressionnantes accrochées aux falaises, où l'ingénierie spectaculaire rencontre un danger inimaginable. Kandovan, Iran. Ce village vivant dans la roche a vu le jour il y a plus de 700 ans, lorsque des habitants fuyant les cavaliers mongols ont creusé des abris dans la pierre volcanique pour survivre. Confrontés à l'avancée des armées envahissantes, des familles entières se sont réfugiées dans la montagne même, creusant des chambres et des passages qui sont devenus une communauté unique sur Terre. C'est l'un des rares établissements troglodytiques où des familles habitent, travaillent et élèvent leurs enfants depuis plus de 7 siècles d'occupation ininterrompue. Au fil du temps, le vent, les tempêtes et l'eau ont sculpté la pierre ponceuse en centaines de piliers coniques pointus, mesurant entre 33 et 49 pieds de hauteur, rappelant des chandelles qui fondent lentement sur place. Beaucoup de ces cônes sont aménagés en maisons superposées de 2 à 4 étages, avec les animaux abrités en dessous, la vie quotidienne au milieu et les vivres conservés au sommet pointu, où la pierre reste naturellement sèche. Il n'y a presque aucune rue plate, seulement des escaliers raides, étroits et rugueux, taillés dans la roche, si bien que se déplacer dans le village ressemble à escalader un labyrinthe vertical dont les murs respirent. Quitter la chaleur brûlante du désert pour pénétrer les cavernes, et l'air devient immédiatement frais, régulé par les remarquables propriétés isolantes de la pierre volcanique. Pourtant, lorsque les tempêtes d'hiver rugissent et que les températures chutent à environ -4 degrés Fahrenheit, la même pierre reste naturellement chaleureuse sans chauffage électrique. Ce contrôle climatique passif, perfectionné pendant des siècles sans technologie moderne, demeure l'une des caractéristiques les plus étonnantes d'un lieu qui continue de défier les attentes. Les habitations des Korowai, en Indonésie, s'élèvent dans la canopée d'une forêt primordiale, à des hauteurs terrifiantes allant de 33 à 115 pieds et parfois même atteignant 164 pieds au-dessus du sol. Ces maisons perchées sont de forteresses précaires, tissées de bois, de bambou et de feuilles de palmier. Construites sans clous, sans béton et sans matériaux modernes, elles incarnent l'une des traditions architecturales les plus radicales du monde. Une réponse à la portée de l'ingéniosité humaine lorsque la survie l'exige. Plutôt que de creuser des fondations, ces bâtisseurs coupent le sommet des plus grands arbres anciens pour transformer leurs troncs en piliers centraux. Malgré des mois d'efforts pour façonner et ériger chaque structure, cette prouesse architecturale ne subsiste que 3 à 5 ans avant que l'humidité et les termites ne la récupèrent entièrement. La communauté se déplace alors, abat un autre géant millénaire et recommence, un cycle qui reflète la forêt elle-même. Cette tribu remarquable vivait cachée et isolée de la civilisation humaine extérieure jusqu'à ce qu'elle soit découverte par accident en 1974. À 115 pieds, ce n'est pas seulement une stratégie de refuge contre les animaux ou les groupes rivaux, mais le bouclier magique que le clan croyait capable de le protéger d'un démon nommé Kaka, qui erre dans la nuit sombre de la forêt. Cette dimension spirituelle transforme chaque maison en une forteresse sacrée, suspendue entre la terre et le ciel. Ia, Grèce. Dominant fièrement le rebord d'une gigantesque caldeira née d'un effondrement cataclysmique d'un supervolcan il y a 3600 ans, Ia ressemble à une cascade de plâtre qui dévale sans cesse dans le bleu profond de la Méditerranée. Les murs blanchis à la chaux s'étendent le long de la falaise en terrasses successives, chaque niveau cédant la place au suivant, l'ensemble scintillant sous la lumière égéenne avec une clarté presque surnaturelle.
ce qui a fait de ce village l'un des lieux les plus photographiés de la planète. Après un tremblement de terre dévastateur en 1956 qui a rasé presque tout ce qui subsistait depuis des générations, le site s'est miraculeusement relevé des ruines pour devenir le symbole mondial du luxe méditerranéen et de la romance. Les appartements somptueux dotés de piscines à débordement sont en réalité des grottes sculptées profondément dans le cœur volcanique, profitant de l'isolation naturelle de la pierre pour garder des températures confortables pendant l'été grec intense. Les habitants ont reconstruit non seulement leur foyer, mais aussi une identité esthétique qui allait définir la façon dont le monde imagine la Grèce. Le stuc blanc qui recouvre chaque surface était à l'origine un traitement désinfectant contre les maladies, tout en reflétant l'intense soleil égéen et en maintenant les espaces intérieurs frais, sans climatisation. Le bleu cobalt des dômes emblématiques servait autrefois de code discret pour le patriotisme et la résistance culturelle durant les périodes d'occupation étrangère. Au crépuscule, le village se pare de nuances de rose et d'ambre, et le privilège de posséder une vue sur l'ancien volcan peut atteindre plusieurs milliers de dollars pour une nuit. Fanjingshan, en Chine, perce la mer de nuages à 8438 pieds d'altitude, tel un doigt de la Terre pointant vers la galaxie. D'une ancienneté d'1,4 milliard d'années, elle est reconnue par l'UNESCO comme l'île métamorphique la plus isolée de la planète. Ces roches renferment des fossiles plus anciens que les Himalayas, témoins de formes de vie antérieures à l'essor des grandes chaînes montagneuses du monde. 2 pics de pierre verticaux, séparés par un abîme vertigineux, soutiennent 2 temples de la dynastie Ming, édifices qui défient les lois de la physique depuis 5 siècles. Le mode de construction, le transport des matériaux à ces hauteurs sans machines modernes, demeure un mystère qui alimente les débats. Un pont de pierre étroit relie ces mondes spirituels, s'étendant à plus de 8200 pieds au-dessus du vide, offrant une suspension impressionnante. Les photos sont souvent prises pour des créations numériques. Le sentier menant au mandala du Bodhisattva Maitreya impose aux pèlerins de gravir 8888 marches de pierre raides, un nombre sacré dans la numérologie bouddhiste, symbolisant un défi esthétique destiné à purifier l'âme par l'effort. Au sommet, considéré comme le plus sacré parmi les 5 grands sites bouddhistes de Chine, la frontière entre la réalité ordinaire et la terre pure, décrite dans les Écritures, se dissout dans les nuages blancs. Wangjian Valley, en Chine. La vallée de Wangjian ressemble à un monde fantastique tiré de l'imagination, incrusté dans la roche vivante d'une vraie paroi montagneuse où des amas de maisons traditionnelles s'accrochent à une falaise abrupte comme si la gravité n'existait pas pour elle. Autrefois, ce site était une carrière de granit sévèrement endommagée, marquée par des décennies d'extraction intensive et une forte pollution. Un paysage plus blessé par l'industrie que merveille naturelle. Puis, près de 400 millions de dollars ont été investis et le site a été restauré avec soin pendant 10 années consécutives de travail continu. Les constructions s'inspirent des habitations sur pilotis anciennes, mais sans aucune fondation au sol. À la place, d'immenses ancres en acier sont forées profondément dans la roche, puis dissimulées par un design de joints en bois traditionnel, de sorte que l'ingénierie moderne reste invisible sous l'esthétique patrimoniale. Pour donner une impression d'âge et d'authenticité, les bâtisseurs ont évité la peinture et ont employé la terre battue, mélangeant la terre jaune locale avec de la paille et l'appliquant sur les cadres suspendus afin d'obtenir une texture qui reflète la paroi elle-même. Depuis le fond de la vallée, des milliers de toits de tuiles grises apparaissent empilés comme d'immenses nids d'oiseaux contre la pierre, faisant de l'ensemble du peuplement une cité suspendue, imaginée par une civilisation ancienne qui comprenait la physique différemment de nous. La nuit, la lumière chaude des lanternes remplit la brume qui monte le long du rebord de la falaise,
et l'expérience de dormir dans une chambre suspendue au-dessus du ravin, le vent fort fouettant les fenêtres et le bruit des cascades remplissant l'obscurité, peut coûter bien plus cher qu'un hôtel de luxe sur un terrain plat. Météora, Grèce. D'immenses tours de pierre s'élèvent jusqu'à 1300 pieds, perçant le ciel thessalien comme des monuments de granit soulevés par la terre, donnant l'impression que le sol touche les nuages. C'est ce qui rend Météora irréel au premier regard. Un paysage qui semble appartenir au mythe plutôt qu'à la géographie, où l'échelle de la nature dépasse toute référence humaine. Ces piliers se sont formés il y a environ 60 millions d'années, quand les sédiments d'anciens fleuves furent compressés, puis brusquement soulevés par des forces géologiques, avant d'être sculptés par le vent et la pluie en murs presque verticaux d'une hauteur à couper le souffle. Au XIVe siècle, des moines dévoués bâtirent des monastères sur ces sommets, y accédant à l'origine uniquement à l'aide d'échelles en corde et de filets hissés à plusieurs centaines de pieds. Pendant des générations, la seule façon de faire parvenir provisions ou visiteurs était de les remonter dans un filet suspendu au-dessus d'une chute, exigeant une confiance absolue dans la corde et le divin. Lorsque le brouillard matinal s'élève des plaines en contrebas, les bases rocheuses des tours disparaissent et le complexe monastique semble flotter, libéré de toute attache terrestre. Chaque année, plus de 2 millions de visiteurs gravissent des centaines d'escaliers escarpés, taillés dans les piliers, pour admirer cette rare fusion entre la nature géologique sauvage et l'architecture spirituelle de plusieurs siècles. Météora n'est pas seulement un paysage spectaculaire, c'est un symbole profond de la volonté humaine qui ose bâtir foi et communauté là où l'existence semble la plus impossible. Maijishan Grottos, Chine. Ce spectaculaire complexe de grottes bouddhistes du nord-ouest de la Chine figure parmi les 4 plus grands sites de grottes du pays. Mais il paraît plus sauvage, plus dramatique et plus émotionnellement impressionnant que la plupart de ses homologues. Un massif rocheux d'un rouge violacé d'environ 466 pieds de haut s'élève au milieu d'une forêt dense, donnant l'impression qu'un grand récipient de pierre flotte sur une mer de végétation vivante. Le contraste entre le rouge chaud de la roche ancienne et le vert vif des arbres crée une intensité visuelle qu'aucune photographie ne peut saisir. L'aspect le plus étrange et frappant est une paroi lisse gravée de près de 200 grottes, chacune entourée d'escaliers entrecroisés et de corridors ouverts qui s'accrochent à la paroi à 90 degrés. Toile d'ambition humaine. Des artisans travaillant sur plus d'un millénaire mélangeaient argile, paille, fibres végétales et blanc d'œuf pour façonner plus de 7000 statues qui ont survécu dans un état remarquable pendant plus de 1600 ans, défiant le temps et les éléments avec la même résilience que la montagne elle-même. Les travaux sur ce site se sont poursuivis à travers plus de 10 dynasties, du IVe siècle jusqu'au XIXe, de sorte que le complexe ressemble à l'ambition artistique d'une civilisation entière empilée sur une seule paroi rocheuse. Contre la roche rouge chaude, les figures anciennes et le vert éclatant créent une beauté à la fois calme et vertigineuse, comme se tenir à l'intérieur d'une peinture paysagère que l'on peut parcourir et toucher. Les maisons de la falaise de Bonifacio, France, ressemblent à une ville ancienne qui défie la gravité en s'installant au bord d'une falaise calcaire verticale à l'extrémité sud de la Corse, où la Méditerranée rencontre la mer ouverte avec une force capable de remodeler la pierre au fil des siècles. Les habitations à plusieurs étages semblent flotter entre le ciel et l'océan à une hauteur d'environ 230 pieds. Leurs façades pâles brillent sous la lumière du sud, offrant depuis l'eau une vue à la fois magnifique et profondément dérangeante. Le phénomène géologique le plus étrange et le plus spectaculaire est que les vagues ont, au cours des siècles, érodé progressivement la base de la falaise, de sorte que le rocher supérieur est plus large que son soc inférieur, ce qui donne l'impression
que les édifices du sommet se projettent dans l'air libre sans aucun appui en dessous. Le calcaire blanc expose des couches horizontales distinctes de sédiments anciens, compactés pendant des millions d'années, ressemblant à des milliers de feuilles de papier empilées pour former une plateforme impossible sur laquelle une ville médiévale a choisi de s'établir et de perdurer. Les ruelles de Bonifacio sont très étroites et volontairement sinueuses, conçues par des bâtisseurs conscients que la seule façon efficace de protéger une colonie perchée des vents violents de l'Atlantique était de contraindre ces courants à dissiper leur énergie à travers des virages serrés et des murs rapprochés. Ce paysage surréaliste et géologiquement précaire a amené de nombreux historiens à supposer qu'il a inspiré le légendaire pays des géants décrit dans l'Odyssée d'Homère, un lieu où le monde naturel semble dépasser l'entendement humain. Dankar, en Inde. Ce village ancien et profondément isolé des Himalayas ressemble à une forteresse de falaises sculptée à partir de poussière, de terre comprimée et d'une beauté géologique rude qui paraît intemporelle, comme s'il existait depuis que les montagnes étaient jeunes. Il s'élève à environ 12 767 pieds d'altitude, où l'air est si raréfié que tout effort devient réellement difficile, et où le paysage semble poli à un minimalisme parfait par des siècles de vents incessants. Il n'y a aucune douceur ici, aucune végétation pour adoucir les contours, seulement la pierre, le ciel et le silence. Ce qui rend Dankar exceptionnellement fragile parmi les grands établissements perchés du monde, c'est que le village tout entier n'est pas ancré à un rocher porteur, mais repose sur de l'argile compactée et des sédiments lacustres anciens déposés il y a des millénaires, lorsque le fond de la vallée était submergé. Le sol même peut se déplacer et se fissurer sans avertissement, transformant chaque construction en pari contre le temps géologique. Autour du village, de hautes colonnes de terre façonnées par l'érosion s'élèvent comme d'immenses piliers naturels, donnant au décor l'apparence d'un site archéologique extraterrestre. Les habitations et le monastère, vieux d'environ 1000 ans, sont édifiés sans aucun ciment, uniquement avec des briques de boue séchées au soleil, de la pierre brute et du bois de peuplier, se fondant dans la falaise à tel point que, de loin, le peuplement humain et la formation rocheuse se confondent en une texture continue. Du point le plus élevé du village, on aperçoit deux grandes rivières se rejoindre en une vaste forme en Y argenté, s'étendant sur de larges plaines inondables. Malgré son importance historique et architecturale extraordinaire, une érosion sévère et accélérée a conduit le World Monuments Fund à inscrire Dankar en 2006 sur sa liste des 100 sites les plus menacés de la planète. Sassi di Matera, en Italie, révèle un véritable fossile géologique vivant au cœur du sud du pays, où les hommes ont creusé dans le calcaire pour survivre pendant 12 000 ans, ce qui en fait l'un des établissements habités en continu les plus anciens du monde, antérieurs à Rome et à la plupart des civilisations connues. L'architecture exceptionnelle du site se caractérise par une structure en couche verticale. Le toit d'une habitation troglodytique sert de passage ou de cour à la famille qui occupe la demeure située juste au-dessus, créant ainsi une communauté qui se développe en 3 dimensions plutôt que s'étendre à plat comme une ville ordinaire. L'ensemble de la cité apparaît comme une sculpture monochrome massive, son uniforme gris cendré effaçant la frontière entre le travail de la main humaine et la formation naturelle façonnée pendant des millénaires sans aucune aide. Autrefois bidonville abandonné et profondément appauvri, il a contraint environ 15 000 résidents à évacuer sur ordre du gouvernement en 1952, considéré à l'époque comme une honte nationale et le symbole de la pauvreté du sud de l'Italie. Depuis, il a connu l'une des renaissances culturelles les plus spectaculaires de l'histoire européenne. Le passage de Matera d'une ignominie nationale à site du patrimoine mondial de l'UNESCO constitue l'une des grandes réussites de la conservation au XXe siècle, aboutissant à son élection capitale européenne de la culture en 2019,
attirant l'admiration et les visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, sa beauté ancienne et son relief dramatique en font également un lieu de tournage très recherché, notamment comme décor des séquences de poursuites époustouflantes du film James Bond, No Time to Die. Abuna Yematagu, en Éthiopie. Cette église monolithique, taillée dans une tour de grès du nord de l'Éthiopie, est souvent décrite comme l'un des lieux sacrés les plus difficiles et les plus terrifiants à atteindre. Une destination où le pèlerinage devient un test de foi, de courage et d'endurance physique. La colonne de grès qui la soutient s'élève à environ 8465 pieds d'altitude et depuis le fond de la vallée, ressemble à une dent de pierre transperçant le ciel africain. La voir permet de comprendre immédiatement pourquoi ces constructeurs croyaient s'approcher de Dieu. À l'intérieur de la caverne sombre, des fresques du XVe siècle couvrent chaque surface, murs et plafonds, peintes avec des pigments issus d'extraits de plantes, de graisses animales et de minéraux naturels, qui, étonnamment, conservent une chaleur et une vitalité extraordinaires après 6 siècles d'exposition à la poussière et au temps. Les saints et les apôtres représentés dans ces images anciennes scrutent le monde depuis la pierre avec une intensité qui donne à l'obscurité une présence, comme si la montagne elle-même avait reçu un visage. L'ultime approche de l'église constitue la partie la plus terrifiante du périple. Une étagère rocheuse d'une largeur de 20 pouces où les pèlerins doivent aplatir leur corps contre la pierre lisse, les talons suspendus au-dessus d'un vide de plusieurs centaines de pieds. Aucun garde-corps, aucune corde, aucun filet de sécurité. Les habitants racontent que des anges protègent les pèlerins sur ce passage étroit depuis 1500 ans. Et le fait que l'église ait été visitée sans interruption pendant toute cette période, sans aucun récit de catastrophe, suggère que la foi, une extrême prudence, ou les deux, ont suffi. Bridge Village, Chongqing, Chine. Ce village perché au sommet d'un pont à Chongqing illustre une folie architecturale. Une rue entière de bâtiments a été érigée sur le tablier du fleuve, la demande d'espace étant si pressante que le ciel au-dessus du ravin semblait une option plausible. Le pont s'étend sur environ 1312 pieds au-dessus du gouffre. Mais au lieu de ne porter que le trafic mobile comme le prévoit l'ingénierie conventionnelle, il doit soutenir le poids statique immense et permanent de plusieurs édifices en béton armé qui s'appuient continuellement depuis le haut. Le design reste discordant. Un côté du pont reprend les toits des palais chinois traditionnels, l'autre imite l'architecture des châteaux européens avec des églises à flèches et des ornements gothiques, comme si deux civilisations différentes partageaient une même travée de béton au survol d'un ravin chinois. Vu du ciel, le gouffre naturel est couronné d'une bande de construction dense et colorée, rouge vif, bleu éclatant et jaune solaire, qui ressemble à des briques de jouets pressées sur le tablier par une main gigantesque. Derrière cet extérieur dramatique, la plupart des structures ne sont que des coquilles vides, sans habitants permanents, servant principalement de kiosques à collation, de stands de souvenirs et de décors pour les photographies de millions de touristes qui affluent chaque année. Cette opposition entre l'apparence grandiose et la réalité commerciale mince transforme l'endroit en une expérience urbaine étrange, un monument à la soif humaine de spectacle, à la fois divertissant et subtilement dérangeant. Vardzia, en Géorgie. Une mégapole souterraine cachée a été révélée lorsqu'un flanc de montagne s'est ouvert, exposant à la lumière ce qui était invisible depuis des générations. Au XIIIe siècle, un tremblement de terre massif a arraché une couche de roche d'une épaisseur de 49 pieds du versant, dévoilant un vaste complexe sculpté que la montagne dissimulait entièrement aux observateurs extérieurs. Le séisme a écrasé environ 75% du complexe originel, précipitant des milliers de pièces, de couloirs et les vies qu'il contenait dans la rivière en quelques minutes.
La falaise abrupte était creusée en un labyrinthe vertical atteignant jusqu'à 164 pieds de hauteur, empilé en 13 niveaux, comme l'intérieur d'un gigantesque immeuble naturel. Avant la catastrophe, le complexe comprenait plus de 6000 grottes individuelles, suffisantes pour abriter et soutenir une population pouvant atteindre 50 000 personnes pendant de longues périodes. Réalisation supervisée par une puissante reine du XIIe siècle qui avait compris que la montagne était à la fois forteresse et ville. Le fait le plus extrême et remarquable de Vardia est qu'aucune brique, mortier, clou ou matériau de construction conventionnel n'a été utilisé. Chaque lit, chaque étagère, chaque niche de rangement, chaque tunnel et chaque couloir ont été façonnés non pas en ajoutant du matériau, mais en le retirant. Sculptés directement dans le corps solide unique de la montagne par des ouvriers qui savaient que la roche elle-même était le seul matériau dont ils auraient besoin. Uplistsikhe, en Géorgie, est l'une des plus anciennes agglomérations urbaines du pays. Une cité rocheuse, taillée directement dans une pente de grès tendre au-dessus du fleuve Mitkvari. Et son nom, forteresse du Seigneur, reflète ses 3000 ans d'histoire. Pendant environ 3 millénaires, le vent et la pluie ont adouci les bords des salles et des couloirs creusés, jusqu'à ce que l'ensemble ressemble à un gigantesque bloc de cire de bougie fondant lentement sur place. La frontière entre la taille délibérée et l'érosion naturelle devenant indistincte. Avant l'arrivée du christianisme qui a transformé le site, Uplistsikhe était un important centre de culte solaire, avec des temples profondément incisés au cœur de la montagne et des rites menés dans ces chambres de pierre, rappelés de génération en génération pour leur intensité et leur effusion de sang. Lorsque la nouvelle foi s'est imposée et que les anciens dieux furent abandonnés, les temples du soleil furent systématiquement démolis et des églises en briques et en pierre furent construites directement sur leurs fondations, laissant une cicatrice archéologique clairement visible où deux mondes spirituels totalement différents se sont heurtés et l'un a englouti l'autre. En parcourant les surfaces planes d'Uplistsikhe, on traverse des centaines de puits profonds taillés verticalement dans la pierre. Il ne s'agit pas de formation naturelle, mais de pressoirs à vin, de fours à pain et de cellules de prison qui offrent une image intime et étonnamment domestique de la vie dans cet endroit extraordinaire. Du point le plus élevé du complexe, un long tunnel secret grimpe à travers le corps de la montagne pour émerger près du fleuve en contrebas, offrant à la fois une source d'eau fiable et une voie d'évasion d'urgence pour une cité qui comprenait qu'elle aurait toujours des ennemis. Katsripilar, Géorgie. S'élevant avec un drame extraordinaire depuis une vallée verdoyante de l'ouest de la Géorgie, le pilier de Katsri ressemble à un doigt de pierre géant pointant vers le ciel, créant une vision à la fois puissante, sacrée et profondément solitaire. Cette colonne naturelle de calcaire atteint 131 pieds de hauteur, à peu près l'équivalent d'un bâtiment de 13 étages, et est totalement isolée du paysage environnant, un monolithe que la Terre semble avoir projeté vers le haut comme un acte délibéré de théâtre géologique. La plateforme du sommet couvre environ 1615 pieds carrés, un espace petit mais suffisant qui a été occupé depuis le Moyen Âge par un simple monastère perché en plein air. Après l'invasion ottomane du XVe siècle, qui a dévasté la région et perturbé la vie religieuse, le sommet fut abandonné pendant plus de 500 ans, le pilier restant seul comme un symbole silencieux de la foi qui s'y était élevé. Ce n'est qu'au XXe siècle que des chercheurs, puis un moine dévoué, restaurèrent le lien entre la vallée en contrebas et le sanctuaire au sommet. Pour atteindre le sommet aujourd'hui, les visiteurs doivent gravir une unique échelle en fer de 131 pieds, fixée à la face presque verticale du pilier. Une ascension ou un faux pas n'offre aucune chance de récupération. Au coucher du soleil,
Le calcaire absorbe la dernière lumière horizontale et devient d'un orange et d'un or brillant, faisant paraître le pilier comme s'il rayonnait de l'intérieur, comme si la foi ancienne qui l'abritait n'avait jamais complètement quitté les lieux. Choquequirao, Pérou. Cachée dans une isolation au cœur des Andes péruviennes, Choquequirao est une forteresse inca sauvage, également appelée la ville d'or volé ou le sanctuaire caché des montagnes. Un lieu si reculé et si escarpé qu'il conserve une atmosphère de découverte que Machu Picchu, submergé, ne peut plus offrir. Situé à une altitude d'environ 10 700 pieds au-dessus du niveau de la mer, cet immense site s'étend sur plus de 4 448 acres de terrasses, de temples, de places et de plateformes agricoles taillées dans la montagne. Malgré des décennies d'efforts archéologiques incessants, seulement environ 30% du site a été fouillé et étudié, tandis que les 70% restants sont encore lentement étouffés par les racines d'arbres anciens et la végétation agressive de la forêt nuageuse environnante. La jungle ne se rend pas facilement. Des lianes épaisses comme des bras s'enroulent autour des blocs de pierre sculptés, et les sons de la forêt couvrent tout d'un silence qui fait sentir les ruines véritablement perdues plutôt que simplement non visitées. Sans route pavée ni aucune connexion ferroviaire, le seul moyen d'atteindre Choquequirao est de marcher, sans interruption, pendant 4 à 5 jours, en descendant dans un conti presque 5000 pieds de profondeur, puis en remontant la paroi opposée sous sa propre force. C'est l'une des approches les plus exigeantes de tout site archéologique majeur sur Terre. Et cette difficulté est précisément ce qui a maintenu Choquequirao sauvage, largement inexploré et extraordinaire. Ronda, Espagne. La ville animée de Ronda s'élève sur une plateforme calcaire à environ 2428 pieds d'altitude, formant une forteresse naturelle d'une supériorité défensive évidente, occupée en permanence par diverses civilisations depuis plusieurs millénaires. Elle est divisée de façon spectaculaire par une gorge inversée, nommée El Tajo, qui descend à près de 394 pieds de profondeur et se rétrécit à environ 223 pieds de largeur, comme le coup d'une hache lancée sur la terre par une force géologique antique. Le long du rebord de cette coupe mortelle, d'anciennes maisons aux façades blanchies à la chaux et aux toits rouges s'accrochent jusqu'au bord du vide, leurs balcons et fenêtres suspendus au-dessus du néant, comme si la gravité était une simple donnée quotidienne. Pour relier les deux moitiés séparées par El Tajo, les ingénieurs entreprirent l'un des grands projets du XVIIIe siècle en Espagne, tailler et transporter la pierre d'un pont monumental, ouvrage qui demanda 42 ans avant d'être inauguré à la fin du XVIIIe siècle. Le nouveau pont de Ronda franchit cet écart impossible avec 3 arches gracieuses, et la vue depuis sa chaussée, plongeant vers la rivière en contrebas, constitue l'une des expériences les plus vertigineuses pour quiconque n'a jamais sauté d'une falaise. Sous la grande arche centrale du pont, une salle fut tour à tour prison et entrepôt, ajoutant une intimité humaine inattendue à cette structure d'ambition grandiose. L'arène de corrida de Ronda, taillée dans le grès local, avec des arches élégantes soutenues par 136 colonnes de pierre solides, figure parmi les plus anciennes et les plus belles d'Espagne. Et c'est ici que furent établies de nombreuses règles fondamentales de la corrida moderne, notamment la tradition du matador qui affronte le taureau à pied, muni uniquement de son habileté, de son courage et d'un drap rouge, face à un animal furieux pesant environ 1100 livres. San Juan de Gastelugatxe, Espagne. S'élevant des eaux d'un bleu profond de la baie de Biscaye, comme un dragon de pierre qui se dresse hors des vagues violentes, San Juan de Gastelugatxe crée un tableau à la fois sauvage, épique et profondément ancien. Cette petite île rocheuse s'est formée à partir de pierres sédimentaires datant de dizaines de millions d'années et a été continuellement sculptée par la mer en des formes qui semblent délibérées, comme si l'océan suivait une vision esthétique précise pour ce coin de la côte basque.
Un passage étroit de pierre d'environ 257 mètres de long serpente au-dessus de l'eau agitée, constituant le seul lien entre l'île et le continent. Exposée à la pleine puissance de l'Atlantique sans abri naturel, la houle de tempête peut atteindre entre 4 et 6 mètres de hauteur, frappant la base de l'île avec une force que l'on ressent sous les pieds même par temps clair. Lorsque le brouillard vient de l'océan ouvert, l'île semble se détacher du monde, flottant entre nuages et mer dans un silence gris qui paraît primitif. L'ermitage au sommet est un lieu de pèlerinage et de refuge depuis le Xe siècle, et l'accès exige de gravir plus de 200 marches de pierre taillées dans le rocher, une montée de 15 à 25 minutes qui épuise le corps et demande une attention constante. La récompense, par temps dégagé, est une vue panoramique à 360 degrés sur la côte basque, rendant l'effort non seulement justifiable, mais indispensable. Le monastère de Phuktal, niché dans la région du Zanskar, au nord de l'Inde, apparaît comme un établissement religieux isolé, accroché à une paroi verticale de falaise. Le contraste entre l'architecture et la montagne donne l'impression d'une alliance que les lois ordinaires de la physique ne sauraient autoriser. Le complexe semble pousser naturellement de la roche, effaçant la frontière entre ce que les moines ont édifié et la montagne elle-même, jusqu'à ce que la distinction perde tout sens. Érigé il y a plus de 800 ans, le monastère a été construit sans plan technique ni architecte professionnel. Les bâtisseurs ont lu la montagne avec une précision intime, sachant que la falaise devait supporter la majeure partie du poids. Au lieu de creuser des fondations, ils ont suspendu leurs habitations en bois et en terre directement sur la paroi, en enfonçant des poutres de bois profondément dans les fissures naturelles de la pierre, transformant ainsi la façade rocheuse en ossature principale du bâtiment. Les matériaux d'origine se limitaient à la boue, aux pierres lâches et aux branches de genévrier. Les pièces sont empilées et emboîtées avec une telle précision qu'un toit devient le passage ou la cour du niveau supérieur, créant un labyrinthe vertical d'une complexité exceptionnelle. Vu depuis l'autre rive du canyon, le monastère ressemble à un nid d'abeilles blanc pressé contre la roche gris foncé, tandis que de étroites allées non gardées s'ouvrent sur des précipices de plus de 1000 pieds. L'accès exige encore une marche d'1 à 2 jours à pied, à travers un terrain accidenté qui fait du voyage une véritable initiation. Paro Taktsang, au Bhoutan. Accroché à une paroi abrupte comme défi ouvert à la gravité et à la raison, le monastère du Nid du Tigre surgit tel un rêve blanc et doré, suspendu dans le ciel montagneux du Bhoutan. Le monastère s'élève à environ 10 236 pieds d'altitude, où l'air est fin et chaque respiration consciente pèse davantage que dans la vallée en contrebas. Il domine le fond de la vallée de Paro d'environ 2953 pieds, créant la sensation viscérale qu'un faux pas dans n'importe quelle direction pourrait vous précipiter dans un vide vaste et irréversible. Des milliers de drapeaux de prière colorés bordent chaque sentier et chaque corniche menant au monastère, ondulant sans cesse dans le vent glacial et projetant leur teinte fanée sur la roche grise, avec une gaieté qui rend l'exposition accueillante plutôt qu'intimidante. Avant d'atteindre le monastère, les visiteurs doivent parcourir à pied ou à cheval 2 à 3 heures de montée, puis descendre dans une gorge profonde et remonter plus de 700 marches de pierre taillées dans la paroi. Un périple physique que les concepteurs du monastère semblaient vouloir transformer en préparation spirituelle. Après un incendie dévastateur en 1998, qui a consumé une grande partie de la structure principale et détruit des artefacts religieux irremplaçables accumulés au fil des siècles, le gouvernement du Bhoutan a engagé des millions de dollars pour une reconstruction fidèle, achevée en 2005. Le monastère reconstruit demeure le symbole spirituel le plus sacré d'une nation entière, où le bouddhisme
n'est pas une simple religion, mais le tissu même de l'existence. Al-Hajara, au Yémen, est célébrée comme la ville gratte-ciel du monde antique. Un village qui s'élève en hautes tours de pierre superposées, semblant percer le ciel yéménite depuis une crête déjà parmi les points habitables les plus élevés d'Arabie. Elle se situe à environ 7218 pieds d'altitude, équilibrée sur les scionnes d'un rocher en forme de couteau, où les deux côtés s'effondrent dans des vallées escarpées, offrant aux défenseurs du site une vue dégagée sur toute approche, quelle qu'en soit la direction. La construction débuta au XIe siècle, et alors que la plupart des sociétés de l'époque bâtissaient encore en un seul étage près du sol, Al-Hajara construisait déjà vers le ciel, érigeant des tours de 5 à 6 étages sur une étroite crête rocheuse où chaque mètre carré de surface constructible était précieux. La pierre était taillée et assemblée avec une telle précision que le poids naturel des blocs s'enclenchant les uns contre les autres maintient l'ensemble sans mortier ni ciment, une technique qui s'est avérée plus durable que la plupart des méthodes modernes. Le plus étrange et le plus beau, c'est que la pierre utilisée provient de la même crête sur laquelle le village repose, de sorte qu'elle correspond à la roche naturelle en couleur, texture et caractère géologique avec une telle exactitude que la frontière entre la formation rocheuse naturelle et les fondations des tours humaines se fond entièrement. Le village ne semble pas tant construit qu'évolué, comme si la montagne elle-même avait décidé un jour de produire des tours. Tongkalat, Myanmar. Érigé au sommet étroit d'un pilier d'un volcan éteint qui s'élève des plaines du centre du Myanmar, ce monastère extraordinaire ressemble à une couronne d'or équilibrée sur une colonne de pierre ancienne sombre. Le complexe se situe à environ 2419 pieds d'altitude, tout en abritant sur ce promontoire rocheux des stupas dorés, des sanctuaires, des quartiers pour les moines résidents et l'infrastructure d'une communauté religieuse fonctionnelle. Sous un soleil intense, les surfaces dorées scintillent si vivement que le sommet entier semble luire contre la roche volcanique gris-noir, une radiance visible à des kilomètres sur la plaine birmane. Sans grue ni machine lourde durant la longue histoire du site, chaque brique, chaque statue et chaque feuille d'or ont été transportées au sommet par le dos des hommes et de simples poulies, un acte de dévotion collective répété génération après génération pendant des siècles. À la base du pilier, les visiteurs honorent 37 esprits nat, issus de la croyance populaire birmane ancienne, tandis que le point le plus haut du complexe est dédié au bouddhisme Theravada, une coexistence rare et instructive de deux traditions religieuses différentes partageant une pierre sacrée. Il n'existe aucun chemin facile vers le sommet, seulement 767 marches escarpées entre les parois de jungle et de roches volcaniques, avec l'obligation d'enlever les chaussures à la base, transformant l'ascension en une montée pieds nus sur une pierre souvent humide et sur des marches colonisées par des macaques qui ont fait de la route du pèlerinage leur domaine. Chapelle Saint-Michel-d'Aiguille, France. Au sommet d'un pilier rocheux d'origine volcanique, s'élevant à environ 269 pieds, formant une colonne presque parfaitement verticale au cœur de l'Auvergne, se dresse une petite chapelle romane qui résiste depuis plus d'un millénaire, défiant la gravité, les intempéries et le passage du temps. Le rocher même constitue le cœur durci d'une ancienne lave. Les couches plus tendres se sont érodées au fil de millions d'années, ne laissant que ce monolithe isolé, tel un point d'exclamation de pierre planté par la terre. En 969 après Jésus-Christ, les bâtisseurs médiévaux ont élevé ce sanctuaire sur un plateau de sommet extrêmement étroit, offrant presque aucune marge d'erreur dans aucune direction, transformant l'un des points les plus proches du ciel de toute la région en lieu de prière et de pèlerinage. La construction a exigé une confiance d'ingénierie extraordinaire et une foi absolue que la difficulté du site était une qualité à célébrer, non un problème à résoudre. Pour accéder à la chapelle, les visiteurs gravissent 268 marches taillées directement dans la roche volcanique,
ressentant à chaque pas la pente raide et le souffle constant du vent fort de l'Auvergne. Au sommet, une vue à 360 degrés sur le bassin du Puy-en-Velay crée une impression de flottement entre la terre qui a façonné ce pilier improbable et le ciel que les constructeurs cherchaient à toucher lorsqu'ils décidèrent, contre toute logique raisonnable, d'y ériger ce lieu de culte.